Bonsoir. 2 mois après la déclaration de la pandémie liée au Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé, 185 pays sont touchés. 2 737 000 personnes atteintes par le virus, 192 000 décédés, 752 000 guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 870 000 cas et plus de 50 000 décès. L'Europe recense plus d'1 million de cas et 113 000 décès. L'Espagne enregistre 219 764 cas et 22 564 décès. En Italie, 190 000 cas et 25 550 décès. Le Royaume-Uni, enfin, a près de 140 000 cas et 18 790 décès. En France, nous surveillons la situation de l'épidémie en population générale. Vous le savez, et c'est important de le rappeler, l'immense majorité des cas sont des formes bénignes d'infection. Elles sont prises en charge en ville par les médecins généralistes, par les médecins traitants, par les médecins sentinelles et aussi par les laboratoires sentinelles. Hier, SOS Médecins a réalisé 316 interventions pour une suspicion de Covid au cours de la journée, soit 7% de l'activité totale. C'est une activité en baisse. Les services d'urgence signalent 1397 passages, soit 6% de leur activité liée au Covid-19. C'est là aussi 6% de leur activité. C'est aussi une activité en baisse, mais après passage, on note 36% d'hospitalisation et 3% d'admission directe en réanimation. Enfin, nous surveillons l'activité des tests en laboratoire et en particulier le taux de positivité. Ce taux de positivité moyen est de 20%. Il est de 36% à l'hôpital et de 17% en ville. Les données hospitalières font l'objet de remontées quotidiennes de la part de 1324 établissements de santé. Actuellement, 28 658 personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19. 1346 nouvelles admissions de patients atteints à l'hôpital. C'est un solde négatif aujourd'hui de 561 places. C'est donc une bonne nouvelle. Je vous rappelle que le nombre maximum avait été atteint le 14 avril avec 32 250 malades atteints de Covid-19. 4 870 patients
sont atteints de Covid-19 et nécessitent des soins de réanimation. C'est encore un nombre très élevé. Le nombre maximum de malades en réanimation avait approché les 7200 le 9 avril. Au cours des dernières 24 heures, 155 nouveaux patients dans un état grave ont été admis en réanimation. C'est un nombre en baisse, mais avec les sorties, c'est 183 patients de moins donc ce besoin baisse lentement mais régulièrement. C'est un indicateur important, vous le savez, de la tension, de la mobilisation des équipes, des soignants, des ressources logistiques. C'est un nombre qui reste encore très élevé, puisque en plus de tous ces patients de réanimation, il y a aussi des patients en réanimation qui sont atteints d'autres affections que le Covid-19. Dans les Outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique, Mayotte, on relève 94 hospitalisations, dont 27 en réanimation. 43 493 personnes guéries sont sorties de l'hôpital, et vous savez qu'il existe aussi des dizaines de milliers de personnes qui ont été suivies en ville par leur médecin généraliste et qui vont très bien sans avoir besoin de passer par l'hôpital. Nous sommes donc face à une épidémie massive, sévère. En moins de 3 mois, près de 87 000 personnes atteintes ont été hospitalisées et plus de 15 000 personnes ont nécessité des soins en réanimation. La circulation du virus reste à un niveau élevé. Je vous ai donné le nombre de nouveaux patients admis à l'hôpital. C'est quand même 1346 patients aujourd'hui. C'est quand même 155 patients en réanimation. Nous devons donc vraiment être pleinement mobilisés, respecter les gestes barrières qui doivent devenir des gestes réflexes. Nous surveillons attentivement la situation des résidents, des personnes âgées, des personnes vivant avec un handicap dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui, vous le savez, bénéficient de la présence, de l'engagement de 400 000 professionnels. 6 615 établissements, dont 4 389 EHPAD, ont signalé un épisode Covid-19 à Santé publique France sur le portail national des signalements. Et les signalements donc font état de 27 880 cas confirmés par test PCR depuis le 1er mars. En ce qui concerne la mortalité hospitalière tout d'abord, nous avons à déplorer 13 852 décès depuis le 1er mars. 82% de ces décès sont intervenus chez des personnes de plus de 70 ans. Nous notons aussi 34 décès outre-mer. En ce qui concerne la mortalité en EHPAD et en établissements médico-sociaux,
Nous déplorons 8393 décès survenus dans ces établissements depuis le début de l'épidémie. Au total, en additionnant les décès survenus à l'hôpital et ceux survenus en institution depuis le 1er mars, nous déplorons 22 245 décès. En plus de ces décès survenus à l'hôpital et de ceux survenus en milieu institutionnel, en établissement, nous avons aussi la possibilité de surveiller la mortalité générale en France, toutes causes confondues, la mortalité qui est déclarée après décès à l'hôpital, en institution ou à domicile, qui remonte par l'état civil et par l'INSEE. La France participe d'ailleurs à l'échelon européen à un consortium dit Euromomo qui permet de comparer la morbidité, la mortalité dans plusieurs régions européennes et pays européens. Et c'est ainsi que nous constatons que plus de 12 pays et régions signalent un excès de mortalité au cours de la semaine 15, la semaine du 6 au 12 avril. Et donc la France fait partie de nombreux pays qui ont à déplorer cet excès de mortalité. À l'échelon national en France, la mortalité est en hausse sur la semaine 16, la semaine du 13 au 19 avril, et atteint désormais plus 24% par rapport à l'attendu. À l'échelon régional, un excès de mortalité émerge aussi au cours de cette semaine dans 6 régions: Centre-Val de Loire, Île-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Hauts-de-France, et l'Île-de-France est à un niveau d'excès exceptionnel de mortalité. Cette analyse se fait aussi à l'échelon départemental, avec un excès de mortalité toujours pour la semaine 16, qui est observé dans 25 départements d'Île-de-France, de Grand Est, des Hauts-de-France, de Bourgogne-Franche-Comté, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Centre-Val de Loire. L'excès de mortalité concerne majoritairement des personnes âgées de plus de 65 ans. Nous avons aussi accès au certificat électronique de décès. 8104 décès contenaient déjà une mention d'infection par Covid-19 dans les causes médicales de décès, et ce sont des certificats électroniques de décès qui couvrent la période depuis le 1er mars. Cette notion d'infection Covid-19 apparaît dans 29% de l'ensemble des décès certifiés par voie électronique. En France, selon Santé publique France, il y aurait 122 577 cas confirmés. Il est donc très important de rappeler le respect strict des gestes barrières, du confinement toujours en cours, de la distanciation physique minimum d'1 mètre et la distanciation sociale avec la réduction des contacts. Nous devons poursuivre tous nos efforts collectifs avec un seul objectif: arriver au plus faible
niveau de circulation du virus le 11 mai, au plus faible nombre de malades pris en charge en ville, au plus faible nombre de malades atteints de Covid-19 nécessitant une admission à l'hôpital et évidemment au plus faible nombre de patients dans un état grave ou suivi de décès. Pour réussir ensemble le déconfinement, nous devons respecter ensemble au mieux le confinement, les gestes barrières et les mesures de distanciation. Je vous remercie. 2 questions pour Europe 1. Après le 11 mai, aura-t-on besoin d'une attestation de déplacement qui aura été réactualisée pour sortir? Alors, ce sont les règles de déconfinement qui ne sont pas encore finalisées. Est-ce que les lésions neurologiques constatées dans certains services hospitaliers sur des malades du Covid-19 vous inquiètent? Oui, les lésions neurologiques sont toujours inquiétantes et on est toujours très attentif à l'apparition de ces lésions neurologiques. Elles sont souvent observées chez des malades de réanimation. Donc, là encore, il faut que nous ayons des connaissances scientifiques établies par les réanimateurs pour objectiver ces lésions neurologiques quand elles existent. Parfois, elles sont transitoires, parfois elles sont permanentes, parfois elles sont liées à des accidents vasculaires cérébraux. Donc, il y a de très nombreuses causes et évidemment, toutes ces lésions neurologiques doivent faire l'objet d'études spécifiques pour bien préciser leurs origines et leurs conséquences. 2 questions pour Ouest France et la première en lien avec VL Media également. Des médecins hospitaliers américains relèvent que le coronavirus pourrait affecter le système sanguin en provoquant des caillots sanguins pouvant être la cause d'AVC. Ces symptômes sont-ils avérés et ont-ils été relevés chez des patients français? Si cela était le cas, des traitements contre cette complication sont-ils ou vont-ils être explorés? Oui, alors ce sont des formes sévères qui sont recensées et signalées par de nombreuses équipes médicales dans le monde. C'est une observation que l'on fait régulièrement face à des infections sévères, parce que dans une infection sévère, il y a souvent une inflammation majeure, et on sait que l'inflammation peut causer des thromboses, peut causer des caillots. C'est décrit dans de nombreuses infections. Ça peut être des caillots veineux, ça peut être des caillots artériels, ça peut être des caillots intrapulmonaires et parfois ce que vous décrivez des accidents vasculaires cérébraux. Il y a aussi des causes liées à l'alitement. Et donc là encore, les médecins réanimateurs, les médecins qui prennent en charge les cas les plus graves ont l'habitude d'être attentifs aux complications de type thromboembolique qui sont observées chez ces patients graves. Un équipement en masque grand public peut se révéler assez onéreux. Une prise en charge, tout ou partie par l'État ou par la sécurité sociale est-elle envisagée? Alors, vous savez que ce sujet est porté par Bercy, par le ministère de l'Économie. Le président de la République a été très clair. Il souhaitait que les Françaises et les Français aient un accès facile aux masques. Donc, tout sera fait pour que dans les prochains jours, avant le déconfinement, il y ait un accès aisé pour tous les Français sur tout le territoire à ces masques grand public. 2 questions pour France Inter.
Vous avez dit hier devant les députés que 99% des patients contaminés avaient développé des anticorps et qu'ils étaient protecteurs, ce qui est évidemment très rassurant. Sur quelle étude vous basez-vous pour avancer ces chiffres? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Les anticorps ont-ils retrouvé chez tous les patients, même un peu symptomatiques? Sont-ils tous protecteurs? Et comment sait-on s'ils le sont? Alors, il y a plusieurs études en cours. Vous savez que la France est très mobilisée sur les études en population et en particulier des études de séroprévalence qui sont proposées par exemple chez des professionnels de santé, par exemple là encore sur des publications de l'Institut Pasteur qui se sont intéressés à des jeunes dans l'Oise. Et donc, c'est un élément important, c'est un élément rassurant, c'est un élément préliminaire, parce que là encore, il faudra probablement plus d'études, mais c'est important que les Françaises et les Français sachent que quand on a été positif par PCR, qu'on a fait l'infection, dans l'immense majorité des cas, on développe des anticorps, ce qui avait déjà été observé dans de très nombreuses infections à coronavirus, qui n'était pas le Covid, mais qui était connu dans les années précédentes. Donc il y a bien une immunité qui apparaît 1, 2, 3 semaines après l'infection. Ça a été observé notamment chez les jeunes adultes qui avaient fait des formes mineures, qui n'avaient pas été hospitalisés. Donc c'est un élément là aussi rassurant. Et les équipes de chercheurs sont en train d'analyser ces anticorps et considèrent dans leurs résultats préliminaires qu'ils ont eu la gentillesse de nous transmettre que ce sont des anticorps qui ont l'air protecteurs. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles que l'on souhaite partager avec les Françaises et les Français, puisque nous avons toujours dit que nous dirions ce que nous ne savions pas, mais que nous dirions immédiatement ce que l'on apprenait jour après jour. Une question pour l'AFP. Les armées ont reconnu avoir effectué des achats de chloroquine. Je cite, « Si jamais la chloroquine se révélait validée par les autorités de santé comme étant utile pour lutter contre le Covid-19, cette position annonce-t-elle une évolution de la doctrine du gouvernement français en la matière ? Et si tel n'était pas le cas, vous semble-t-il normal qu'une institution de la République se livre à de tels achats préventifs en arguant d'un, je cite, contexte de forte tension des approvisionnements de matières premières à usage pharmaceutique, tensions qui ont eu des conséquences dans le secteur hospitalier public. » Je n'ai pas à commenter les décisions du ministère des Armées. 3 questions pour la PM. A-t-on un bilan sur la prise en charge des patients transférés en dehors de leur région, sortie de réanimation, retour dans leur région et la façon dont ce retour est organisé, lieu d'hospitalisation, retour à domicile? Alors, nous n'avons pas encore d'études individuelles, évidemment, pour rassurer tout le monde. Ces patients ont été transférés dans d'excellentes conditions de sécurité grâce à la mobilisation des équipes de transport qui ont été massivement engagées, massivement mobilisées avec des réanimateurs, des infirmiers, donc dans des conditions de sécurité maximale. Je pense d'ailleurs que nous ferons un bilan complet de ces évacuations sanitaires parce que nous avons appris beaucoup et nous avons réussi ces évacuations très nombreuses, 640 évacuations de malades de réanimation par différents
vecteurs aériens, hélicoptères, bateaux et TGV médicalisés. Donc il faudra que nous procédions à un retour d'expérience et à une synthèse de tout ce que nous avons fait, notamment pour soulager les équipes les plus touchées, les plus fortement impactées par l'épidémie dans le Grand Est en particulier, mais aussi en Hauts-de-France et en Île-de-France. Mais nous n'avons aucun élément de pronostic particulier sur ces patients individuellement. Ils sont pris en charge dans les hôpitaux plutôt de l'ouest de la France ou du sud de la France, là où l'épidémie a moins sévi, et donc ils sont pris en charge comme les autres patients et dans des bonnes conditions. Selon Reuters, la France a allongé la liste de médicaments dont elle interdit l'exportation et cela ne plaît pas du tout à la Commission européenne qui demande justement à lever ces restrictions sur des médicaments vitaux. Quels sont les médicaments interdits d'exportation en France? L'Europe n'est-elle pas prioritaire? Alors, nous avons pris des décisions très particulières pour justement favoriser l'accès de médicaments qui étaient en très forte tension pour les établissements français qui prenaient en charge des patients graves en réanimation. Ce sont des mesures d'exception qui permettent d'assurer les établissements qui en ont besoin dans des conditions d'extrême tension, d'avoir ces médicaments pour les patients. Est-il envisagé que le Covid-19 devienne une maladie à déclaration obligatoire, notamment pour faciliter le suivi de l'épidémie sur le territoire? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez qu'en France, on a une trentaine de maladies à déclaration obligatoire qui nécessitent, par exemple, une déclaration immédiate, comme les méningites, parce qu'il faut prendre immédiatement des mesures, ou qui nécessitent tout simplement une surveillance épidémiologique. La différence entre ces 30 maladies à déclaration obligatoire et la maladie Covid-19, c'est qu'il y a beaucoup de cas de Covid-19 et que le vrai objectif de la surveillance Covid-19, c'est d'avoir le maximum de cas, de tester donc toutes les personnes symptomatiques, d'être capable de faire du contact tracing, c'est-à-dire de faire immédiatement dès qu'un patient est détecté positif, dès qu'une personne est détectée porteuse du virus, de rechercher immédiatement ses contacts, de tester ses contacts et ensuite d'isoler les contacts, isoler évidemment le malade et mettre en place une quatorzaine et un suivi actif. Donc c'est plutôt cet objectif-là que nous avons sur l'ensemble du territoire national, être capable de détecter les personnes symptomatiques, de détecter leurs contacts et de les prendre en charge dans les meilleures conditions pour éviter que le virus ne circule. 2 questions pour Radio France. Quel est le nombre de tests PCR réalisés à ce jour, hospitaliers, labos de ville, en EHPAD et établissements médico-sociaux, autres laboratoires type vétérinaire ou recherche, et le nombre de tests sérologiques sur personnel soignant notamment, s'ils ont commencé? Alors, vous savez que l'objectif en France est désormais très clair. Nous devons tester les malades, nous devons tester les personnes symptomatiques, nous devons tester les cas contacts de ces personnes, nous devons tester les professionnels de santé, les personnes dans les établissements de santé lorsqu'il y a des cas, et puis bien sûr cette stratégie de dépistage prioritaire pour les EHPAD, pour leur permettre, lorsqu'il y a des cas, de savoir
quelle est la présence du virus parmi les résidents, quelle est la présence du virus parmi les personnels pour pouvoir les aider à organiser les soins, à organiser la vie de l'EHPAD en secteur atteint ou non atteint pour protéger au maximum les résidents. Et le ministre en a reparlé aujourd'hui. Nous augmentons notre capacité de jour en jour. Nous sommes désormais à plus de 40 000 tests PCR par jour. Donc vous voyez que nous sommes vraiment mobilisés pour réaliser nos objectifs. Au vu des dernières données de pharmacovigilance et parce que la majorité des cas sont apparus à l'hôpital, est-il envisagé d'interrompre certains bras de l'essai clinique Discovery, en particulier le bras hydroxychloroquine? À quel stade prend-on cette décision? Alors, ça c'est un point très important. Lorsqu'il y a un essai thérapeutique, il peut être interrompu n'importe quand, n'importe quel jour, s'il y a un signal négatif. C'est-à-dire s'il y a des décès, si on sent qu'il y a un impact négatif pour des personnes qui prennent un traitement, à partir du moment où apparaissent des effets indésirables graves, où il y a visiblement un désavantage majeur dans un bras versus un autre, il peut être interrompu à n'importe quel moment. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de l'essai Discovery qui a fait l'objet d'une analyse intermédiaire et ce n'est pas le cas d'autres essais, mais ça arrive régulièrement dans l'histoire des essais thérapeutiques que des bras soient interrompus parce que l'effet est défavorable et évidemment il n'y a aucune raison de poursuivre l'inclusion de patients sous traitement lorsque ce traitement, quel que soit ce traitement d'ailleurs, s'avère défavorable pour le patient. Une question pour Hospimedia. Dans le cadre de leur réouverture progressive, les ESAT seront-ils fournis en masques pour leurs travailleurs en situation de handicap par le truchement des circuits logistiques des établissements et structures médico-sociales? Alors c'est tout ce que nous mettons en place, la stratégie d'accès aux masques, soit pour les institutions médico-sociales et sociales, soit pour les personnes qui sont exposées. Et donc là encore, dans les prochains jours, nous aurons des explications très claires à fournir à l'ensemble des travailleurs et à l'ensemble des structures concernant l'accès aux masques, soit dans le cadre des masques soignants du champ médico-social, soit dans l'accès aux masques grand public. Question pour le Wall Street Journal. Qu'est-ce que la France fera avec la surcapacité des lits des soins intensifs aux hôpitaux et comment est-ce que la France va organiser ses hôpitaux pour faire face au Covid-19 dans le moyen terme? Est-ce que la France va garder cette capacité s'il y a un rebond des cas? Alors, sur la capacité en soins intensifs, je rappelle que nous avons doublé notre capacité de réanimation, ce qui était totalement inédit et ce qui s'est fait en quelques jours, donc une prouesse des équipes hospitalières. Nous avons doublé ces capacités et nous avons encore besoin de ces capacités augmentées, puisque je vous ai parlé du nombre de patients Covid en réanimation, mais il y a aussi des patients atteints d'autres pathologies graves. Donc nous avons encore besoin de ces lits. Nous espérons évidemment que le besoin en lits va se réduire. Nous avons aussi besoin de garder une capacité de réponse face à un éventuel risque de reprise épidémique, s'il y a un rebond, s'il y a à prendre en charge des cas groupés.
Donc nous avons à la fois à revenir petit à petit vers une activité normale hospitalière. Vous savez que nous avons eu une très forte mobilisation grâce à la déprogrammation. Nous avons interrompu des activités programmées de médecine, de chirurgie. Les établissements de santé privés se sont mobilisés aussi pour aider les établissements publics. Donc tous ces établissements se sont réorganisés. Nous allons petit à petit adapter notre posture pour permettre de reprendre une activité normale. Je rappelle que nous encourageons les patients atteints de pathologies chroniques ou de pathologies aiguës à consulter leur médecin ou à consulter les services hospitaliers qui les suivent. Donc il ne faut pas hésiter à se rendre à l'hôpital si on a besoin d'aller à l'hôpital, mais nous avons en permanence besoin de garder une posture vigilante. L'épidémie n'est pas terminée pour pouvoir prendre en charge tous les patients. Une question pour France 24. On lit depuis le début de la crise que le virus peut rester actif plusieurs heures, voire plusieurs jours sur des surfaces inertes comme le papier ou le plastique. Y a-t-il des confirmations scientifiques sur ces hypothèses? Si oui, la charge virale sur ces surfaces est-elle aussi forte que dans la salive? Alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, ce sont des tests qui recherchent le virus, mais pas forcément un virus vivant qui est capable d'infecter. Mais par contre, ça envoie un message très clair, c'est que la contamination se fait souvent par les mains, et c'est pourquoi je rappelle l'importance des gestes barrières. Une question pour Diaspora News Magazine. À l'instar de la grippe qui est saisonnière, peut-on évoquer une saisonnalité du coronavirus? Alors, on n'en sait pas grand-chose puisque, comme je vous le dis régulièrement, ce virus est émergent. Il est arrivé depuis 3 mois, donc nous ne savons pas comment il va se comporter cet été et s'il reviendra et sous quelle forme il reviendra à une autre saison. Mais effectivement, l'immunité collective, l'Organisation mondiale de la santé l'a rappelé, est faible. Tant que cette immunité collective n'est pas élevée et tant que nous n'avons pas soit un médicament curatif, soit un vaccin, le virus peut continuer à circuler sur la planète. 3 questions pour Medicite. Le directeur du CDC aux USA craint une deuxième vague de Covid-19 plus meurtrière car elle coïnciderait avec le retour de la grippe. Qu'en pensez-vous? C'est une hypothèse que nous devons évidemment envisager puisque, comme je vous le disais, l'immunité collective n'est pas atteinte. Après, savoir si ce virus va circuler avec le virus grippal, personne n'en sait rien. Mais effectivement, nous devons être attentifs à l'évolution dans les prochaines semaines et les prochains mois. 8500 respirateurs légers ont été commandés par la France. Selon la Société de réanimation de langue française, ces modèles Osiris ont été conçus pour le transport des malades et non la réanimation et ne doivent être utilisés qu'en dernier recours en cas de Covid-19. De nouveaux respirateurs moins légers sont-ils en cours de fabrication et si oui, combien? Oui, vous savez que nous avons commandé de très nombreux respirateurs. L'objectif n'est pas uniquement de prendre en charge des patients Covid, mais bien d'avoir un parc de respirateurs modernes. Et donc, il y a effectivement des respirateurs lourds qui sont destinés à des blocs opératoires, qui sont destinés à la réanimation de patients graves en réanimation. Et puis, il y a aussi besoin, et
nous l'avons bien montré lors des évacuations sanitaires, de respirateurs modernes, de respirateurs neufs pour nos transports SAMU, pour nos transports d'ambulances de réanimation, pour les évacuations sanitaires de malades graves qui ont besoin d'être transférés d'un service à un autre ou vers un plateau technique. Donc ce sont de toute façon des matériels neufs qui seront utiles pour les établissements français. Des chercheurs chinois viennent de démontrer que la climatisation facilite la transmission du virus dans les espaces fermés. Cela pourrait-il orienter des directives à destination des EHPAD et hôpitaux équipés de climatisation, puis à destination des commerces et transports en commun climatisés lors du déconfinement? Alors, ce sont des données qui méritent évidemment d'être confirmées. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la confirmation que le virus se transmet essentiellement par les gouttelettes et par des mains souillées. Il y a une possibilité qui a été effectivement évoquée, qu'il y ait un aérosol, une aérosolisation du virus, donc potentiellement un risque avec la climatisation. Ce risque n'est pas démontré, il n'y a pas eu de situation réelle où le virus s'est transmis par la climatisation, mais nous avons saisi les experts pour savoir si oui ou non nous devions prendre des mesures spécifiques face au risque viral et la présence de climatisation. Une question pour l'agence CUNA. Aujourd'hui, à combien de tests est-on par jour? Qui reçoit ces tests? Après le 11 mai, qui sera testé? Alors, nous avons toujours la même stratégie, tester les malades, tester les professionnels de santé et les EHPAD. Nous élargissons à la demande du président de la République notre capacité de test sur tout le territoire national pour pouvoir tester toutes les personnes symptomatiques et nous avons déjà plus de 40 000 tests par jour. Une question pour CNews. Comment se fait-il que malgré le confinement, le nombre d'hospitalisations reste toujours aussi élevé? Alors, le nombre d'hospitalisations baisse. Il faut quand même rappeler que nous avons régulièrement, de semaine en semaine, de jour en jour, moins de patients hospitalisés. C'est quand même une bonne nouvelle. Nous restons quand même à un niveau important. C'est pourquoi il ne faut pas baisser la garde. Pourquoi ces patients sont arrivés à l'hôpital? Parce qu'ils se sont contaminés quelque part. Mais vous savez que le confinement n'est pas absolu. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont une activité professionnelle, qui doivent sortir, qui ont forcément des activités en dehors de leur lieu de vie. Et donc, c'est pour ça que nous encourageons en permanence, dès que l'on sort du foyer, dès que l'on sort de son domicile, l'application stricte des gestes barrières, la distance permanente entre les personnes, la distanciation sociale, la réduction du nombre de contacts. C'est ainsi que nous continuerons, grâce aux efforts de tous, à être efficaces et à freiner cette épidémie. 3 questions pour Terragora. Comment concilier le confinement individuel, port du masque et le retour en classe? Les enfants devront-ils porter un masque et les enseignants? Alors, ce sont des travaux qui sont en cours puisque Jean Castex est chargé d'organiser le déconfinement, mais il y a une évidence à rappeler pour tous les Français, c'est que nous aurons besoin, après la sortie de ce confinement,
d'appliquer tous ensemble les gestes barrières. À quel taux de TVA 2,1%, 5,5%, 10%, 20% seront soumis les masques grand public qui sont considérés comme des produits de première nécessité dans le cadre du déconfinement? Il faudra demander à Bercy. Quand seront disponibles en ville les tests de dépistage du coronavirus? Quelle sera leur nature sérologique et ou endonasale? Alors, ces tests sont disponibles en ville, hein. Les laboratoires font un travail remarquable. Vous savez que nous avons mobilisé toutes nos forces, les laboratoires hospitaliers, les laboratoires de recherche, les laboratoires d'analyse et de biologie médicale. Donc, les laboratoires en ville sont déjà très mobilisés et font déjà beaucoup de tests, notamment des tests virologiques, puisque les tests virologiques sont les tests qu'il faut utiliser aujourd'hui pour détecter des personnes symptomatiques, des personnes porteuses du virus. Je vous remercie, c'était la dernière question. Merci à vous.